Alors bonjour à tous, chers souscripteurs et non-souscripteurs, puisque cette vidéo est publique, c'est la FAQ mensuelle réservée aux souscripteurs donc, qui m'ont envoyé des questions et auxquelles je vais répondre. Pour le mois donc de janvier-février, on va dire, puisqu'on est le 10, en tout cas j'enregistre le 10. Alors, vous m'avez envoyé pas mal de questions, donc je vais essayer d'être bref, mais précis. Donc il y a 21 questions, alors c'est parti. Donc, je rappelle que je réponds à toutes les questions de mes souscripteurs, contrairement aux questions posées lors du live mensuel, où je ne peux pas répondre à toutes les questions. En plus, je les ai un peu avant, donc je peux les préparer, et ma réponse est de meilleure qualité. Si vous voulez rejoindre les souscripteurs et pouvoir me poser des questions directement, que ce soit via ces vidéos ou via Patreon, je réponds là aussi à toutes les questions. Et découvrir mon contenu privé, donc réservé à des souscripteurs, et donc me soutenir, puisque je ne vis que de mes lecteurs et souscripteurs depuis 18 ans, eh bien vous avez le lien dans la description. Alors première question, avez-vous regardé l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Alors difficile de passer à côté, mais je ne l'ai pas regardé en entier parce que moi, Poutine, c'est un peu comme Macron, je ne peux pas plus de 5 minutes, ça me révulte. Et Tucker Carlson m'a beaucoup déçu, je le suivais beaucoup en 2020-2021. Et à partir de la guerre en Ukraine, il a commencé à devenir ultra pro-russe et à montrer son côté. Bon, il était déjà pro-russe, mais il ne le manifestait pas autant que ça. Mais avec la guerre en Ukraine, il est devenu ultra pro-russe. Il a montré en tout cas ce côté-là, qui est insupportable pour quelqu'un qui a lu Golitsyn et qui a compris l'alliance des Russo-Chinois contre l'Occident. Donc, il s'est clairement mis, avec cette interview déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est mis du côté de l'alliance des Russo-Chinois, puisqu'il reprend les points clés de la propagande de la Russie en Occident et il la valorise avec son statut de journaliste conservateur. Et donc, il participe à ce que Golitsyn a très bien décrit, c'est-à-dire la convergence, l'infiltration, la subversion et au final le ciseau sino-russe, c'est-à-dire soit vous êtes contre le Parti communiste chinois, soit vous êtes contre les Russes. Donc là, vous avez respectivement les républicains et les démocrates aux États-Unis. Et résultat, les deux sont dans la main de l'ennemi, puisqu'ils sont aussi pro-russes hein, pour les républicains et assez pro-Parti communiste chinois pour les démocrates. Donc, ce qu'on m'a indiqué, c'est qu'aux alentours de la 24e minute, Poutine déclare que l'effondrement de l'Union soviétique a été initié par les dirigeants russes. Donc, ce qui vient valider la thèse de Golitsyn. Et c'est pour ce que je sais, la première fois où un dirigeant russe, bon, il n'y en a pas eu beaucoup depuis la chute de l'URSS, mais c'est la première fois que Poutine dit cela dans ces termes, qui vient valider donc la thèse de Golitsyn. Alors, même s'il ment beaucoup par ailleurs, là au moins il a dit la vérité. Alors, la Pologne a réagi aux accusations scandaleuses de Poutine sur le début de la Seconde Guerre mondiale. Je cite, ce n'est pas la première fois que le dictateur russe accuse la Pologne, qui a été envahie par l'URSS le 17 septembre 1939, d'avoir déclenché la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est ce qu'a écrit le ministre des Affaires étrangères Radoslav Sikorski. Il a également ajouté que son pays avait cessé depuis longtemps de prendre au sérieux les justifications paranoïaques de Poutine qui tentent de justifier une invasion massive de l'Ukraine. Les chaînes russes de Telegram ont rapporté que l'entretien avec Carlson et Carlson lui-même n'était pas du goût de Poutine et que l'entretien lui-même était considéré comme un échec. Alors, vous avez plusieurs clans, hein, comme un peu partout, mais chez les Soloviki de Russie, c'est le clan Kovalchuk qui a critiqué vivement l'idée d'une interview avec le journaliste américain. Selon eux, le problème réside dans l'impréparation de l'organisation de l'entretien. C'est l'erreur de Gromov et de Peskov, d'après eux. Poutine aurait dû parler des valeurs conservatrices, de la création d'une alliance conservatrice et aller de l'avant, mais il s'est lancé dans l'histoire et les platitudes sur l'Ukraine. Narishkin, donc vous savez, le chef des services extérieurs de Russie, qui aurait semé des idées avec des documents de Bogdan Khmelnytsky et des absurdités avec la Pologne, a également joué un rôle négatif ici, d'après ce clan. Il a donné à Poutine un rôle de premier plan. Medinsky n'aurait pas permis une telle chose. Et puis, selon certains rapports, Poutine n'aimait pas Tucker Carlson, un snob et un idiot utile qui recevait des honoraires importants, mais qui était paresseux et manquait de créativité. D'ailleurs, pendant l'interview, Carlson a servi la soupe à Poutine, l'a quasiment jamais repris. Peut-être qu'il craignait d'être enjôlé, puisqu'on a parlé aussi d'un Américain enjôlé dans les geôles de Poutine. Donc,
Finalement, la famille Kovalchuk pense qu'elle aurait pu faire mieux avec Tucker Carlson, mais que tout a été gâché. Une vague de plaintes s'élève au Kremlin. Atlantico indique ce 10 février, je cite, « Lors de l'entretien, Vladimir Poutine a tourné en ridicule Tucker Carlson pour sa volonté par le passé d'intégrer la CIA et d'avoir échoué. Est-ce qu'à travers cette séquence, il n'y a pas une volonté de Poutine de critiquer les figures de droite nationalistes occidentales ? N'est-ce pas encore une critique du chef du Kremlin contre l'Occident ?» demande Atlantico. Réponse, il s'agit d'un trait d'humour assez violent de Vladimir Poutine. Cette remarque est très personnelle car le chef du Kremlin vient lui-même des services spéciaux. En ridiculisant ainsi Tucker Carlson, Poutine assoit encore un peu plus son autorité et son image d'homme fort. Poutine en profite pour souligner les failles et la faiblesse des personnalités occidentales qui pourtant l'admirent. Cela est très représentatif de l'humour des services spéciaux russes. Cela révèle que Vladimir Poutine n'a pas un autre système de valeurs que celui du KGB, ou plus récemment du FSB, qui sont fondés sur la violence, le culte de la force et l'art de la manipulation et de l'infiltration. Cela met en lumière la propre personnalité de Poutine, un homme qui s'est toujours opposé à l'Occident. Cette interview démontre que les droites nationalistes ont été instrumentalisées depuis des années par la Russie et le Kremlin. Je suis assez d'accord avec ça. Ensuite, parmi toutes les réactions que je retiens, celle de Boris Johnson est intéressante, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, qui a beaucoup aidé l'Ukraine quand il était au pouvoir. Il a critiqué Tucker Carlson pour avoir interviewé le président russe. Dans le monde entier, les gens regardent cette interview ridicule de Vladimir Poutine réalisée par Tucker Carlson et nous ne devons pas nous laisser prendre par ce tissu de mensonges et surtout pas par l'idée que Poutine est en quelque sorte voué à réussir en Ukraine. Au contraire, il est voué à l'échec, a déclaré Boris Johnson dans une vidéo publiée par le Daily Mail. Et donc, il a répété qu'il n'envahirait pas la Pologne ou les pays baltes, mais on se rappelle qu'il avait dit qu'il n'envahirait pas l'Ukraine aussi, quelques jours seulement avant de le faire. Alors pour le reste, Jer Nyquist a mieux répondu que je ne pourrais jamais le faire, donc je vais vous lire ce qu'il vient de publier sur son blog jernyquist.blog, que je vous recommande. Alors il commence par citer Tucker Carlson. Voici pourquoi nous faisons l'interview de Poutine. 2 ans après le début d'une guerre qui remodèle le monde entier, la plupart des Américains ne sont pas informés. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans cette région. La guerre en Ukraine est un désastre humain. Elle a fait des centaines de milliers de morts, une génération entière de jeunes Ukrainiens. Elle a dépeuplé le plus grand pays d'Europe. Alors Nyquist explique, la guerre en Ukraine est un désastre humain, pour citer Tucker Carlson. Donc selon lui, il ne s'agit pas d'un désastre parrainé par le Kremlin. Tucker Carlson ne dit pas que les politiques de Poutine ont dépeuplé le plus grand pays d'Europe. Carlson ne dit pas que la Russie a lancé une invasion non provoquée de la Crimée ukrainienne et du Donbass en 2014 avec une invasion de suivi en 2022. Non, il ne dit rien sur l'agression russe pure et simple, il ne dit rien sur les 19 000 enfants ukrainiens kidnappés et endoctrinés avec l'idée que l'Ukraine n'existe plus. Carlson ne cite pas les discours ou les documents de Poutine dans lesquels le dictateur russe déclare que l'Ukraine n'est pas un vrai pays, alors qu'elle est reconnue comme telle par les dirigeants soviétiques et russes depuis 100 ans. Il ne nous dit pas que l'Ukraine est un pays qui veut se libérer de Moscou, il ne mentionne pas les traités et accords solennels reconnaissant la souveraineté de l'Ukraine, traités signés par les Russes, il n'explique pas qu'en 1994, l'Ukraine a renoncé à une importante réserve nucléaire en échange de garanties de sécurité de la part de la Russie. Au lieu de mentionner ces points, Carlson se concentre sur la façon dont cette guerre a remodelé les alliances militaires et commerciales mondiales, bouleversant l'économie mondiale. En d'autres termes, cette guerre va faire mal aux Américains dans leur portefeuille, c'est pourquoi nous devons y mettre fin. L'idée que nous devons mettre fin à cette guerre implique que cette guerre nous appartient d'une certaine manière, que nous en sommes responsables. Pour Carlson, le peuple ukrainien n'a aucun pouvoir. L'Ukraine est un État fantoche des États-Unis et son indépendance ainsi que la liberté du peuple ukrainien ne sont pas en jeu. Le gouvernement ukrainien est corrompu et mérite d'être détruit par les Russes. Carlson préconise donc de cesser de soutenir l'Ukraine, ce qui garantirait la victoire des Russes. Il oublie de dire à ses auditeurs qu'une victoire russe serait une catastrophe humanitaire bien pire que la guerre en cours, tout comme la chute de Saïgon a entraîné une catastrophe humanitaire au Sud-Vietnam et au Cambodge, bien pire que la guerre du Vietnam. En fait, la victoire communiste en Asie du Sud-Est a fait plus de victimes que les 20 années de combat. Le même résultat se répéterait en Ukraine, occupée par la Russie. Des millions d'Ukrainiens seraient tués, emprisonnés ou subiraient un lavage de cerveau. Des millions d'autres fuiraient vers l'Europe, provoquant une crise de réfugiés sans précédent. Le coût financier de la défaite serait plus élevé que le coût relativement faible du soutien à l'action de maintien de l'Ukraine. Pire encore, l'armée russe s'installerait aux portes de l'OTAN. Où trouverions-nous les hommes et l'argent pour renforcer cette frontière ? Et si nous abandonnions l'OTAN à un tel moment, la Russie deviendrait le maître de l'Europe. La Chine serait alors maîtresse de l'Asie et probablement du Pacifique. Elle progresse déjà en Amérique latine. Les Russes et les Chinois soutiennent déjà Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, etc.
L'Amérique serait encerclée de toutes parts. L'Amérique serait sanctionnée par un monde sous domination russe et chinoise. La position stratégique de l'Amérique serait presque insoutenable. La position de Tucker Carlson sur la guerre en Ukraine est irresponsable. Bien que ce type d'irresponsabilité soit devenu une pratique courante en Amérique, il n'y a aucune excuse pour présenter comme vérité un morceau de propagande ennemie. Carlson rend l'Amérique responsable de cette guerre. En fait, il n'y avait pas de coopération militaire entre l'Ukraine et l'OTAN jusqu'à ce que les forces russes attaquent l'Ukraine et occupent le territoire ukrainien en 2014. L'agression militaire russe a poussé l'Ukraine dans les bras de l'OTAN. En quoi est-ce la faute de l'Amérique ? L'affirmation selon laquelle la révolution de Maïdan était un coup d'État de la CIA est sans fondement. Selon les recherches de Boris Chikoulaï, la moitié de l'élite ukrainienne a été formée dans les académies du KGB ou a servi dans le KGB. En d'autres termes, l'Ukraine était truffée d'agents du Kremlin en 2014. Le Parti des régions, au pouvoir, et le Parti communiste ukrainien prêtaient allégeance à Moscou. Lorsque le peuple ukrainien s'est opposé aux marionnettes de Moscou à Kiev, nombre de ces marionnettes ont fui à Moscou, prises de panique. Faisons quelques calculs. Combien d'agents de la CIA se trouvaient en Ukraine en 2014 et combien d'agents du KGB FSB se trouvaient en Ukraine ? Les Russes devaient avoir une centaine d'agents pour chaque agent de la CIA. Comment la CIA a-t-elle pu orchestrer un coup d'État contre le parti pro-Kremlin au pouvoir ? L'idée que la CIA aurait pu opérer efficacement en Ukraine compte tenu de l'incompétence et de l'aversion au risque des bureaucrates de la CIA est absurde. Aucune personne connaissant la CIA ne pense que celle-ci a mené un coup d'État en Ukraine. Il est ridicule que Carlson, un célèbre journaliste américain, soit aussi ignorant des limites de la CIA. A-t-il jamais pris la peine de lire Legacy of Ashes de Tim Weiner ? M. Carlson met en garde contre des changements historiques qui définiront la vie de nos petits-enfants. Dans un curieux retournement de situation, Carlson affirme que la majorité du monde peut voir la vérité sur l'Ukraine. Et pourtant, les populations des pays anglophones semblent pour la plupart inconscientes. Elles pensent que rien n'a vraiment changé, elles pensent que cela parce que personne ne leur a dit la vérité. Pourtant, Carlson ne dit pas la vérité. C'est Carlson qui cadre les événements pour favoriser la position du Kremlin. Un journaliste américain ne devrait jamais coopérer avec l'ennemi de son pays en déformant les actions passées de ce dernier. C'est une erreur de devenir une plateforme pour les mensonges russes. Il oublie que les politiques soviétiques ont entraîné la torture, l'emprisonnement et le meurtre de dizaines de millions de personnes. Il oublie que la Fédération de Russie est la continuation de l'Union soviétique, dirigée par la même élite que celle qui dirigeait l'Union soviétique. La Russie est surveillée par la même organisation de police secrète. Cette organisation continue d'honorer et de célébrer les meurtriers de masse du passé soviétique. Dans ce contexte, toute reconnaissance officielle par la Russie des crimes de Staline est calculée et cynique. Il n'y a pas de véritable repentance au Kremlin parce qu'il n'y a eu aucun changement dans le soutien de la Russie aux communistes à l'étranger. Aucun changement dans le militarisme de la Russie et dans sa subversion de l'Occident. Mais on ne s'en rendrait jamais compte en écoutant Carlson, qui ne sait plus où donner de la tête. M. Carlson est censé interviewer le président Poutine afin de présenter au monde anglophone une vérité qui lui a été cachée par les méchants médias américains, comme si les médias américains étaient plus malhonnêtes que les médias russes contrôlés par l'État. Dans ce domaine, il ne faut pas se tromper, la Russie et la Chine sont des alliés, au même titre que tous les autres pays communistes. Carlson ne le comprend pas. Voilà, donc je voulais vous lire cette réaction très juste et à laquelle je souscris entièrement et que je n'ai pas entendue évidemment en France, où même nos pro-ukrainiens soi-disant ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Alors, bon, là j'étais un peu long pour la première question, mais c'était important. Alors, les questions suivantes, je serai moins long. Alors, autre question sur l'Ukraine, pourquoi Zelensky a procédé au changement du chef des armées ? Alors, j'ai regardé ça, je ne suis pas dans les petits papiers de l'armée ukrainienne, mais ce que j'ai compris, c'est que Zaloujny, donc, qui était le chef des armées jusque-là, a déçu Zelensky lors de la contre-offensive. Et dès le début, apparemment, Zaloujny a été défaitiste sur cette contre-offensive. Donc, en effet, elle n'a en plus pas abouti. Et donc, il le remplace par quelqu'un qui est un héros de Kharkiv, donc qui est une des grandes victoires de 2022 pour l'Ukraine. Troisième question, comment peut-on être à la fois admiratif de la Chine et de Javier Milei ? Je crois que c'est le cas de Charles Gave. Donc, des gens comme Charles Gave n'ont aucune logique, sinon des logiques qu'on ne connaît pas et qui sont dominées par l'argent. Je rappelle que Charles Gave est un proche de Soros, mais qu'il est quand même vu comme un résistant par un certain nombre de gens. Donc Gave est proche de Milei du point de vue libéral, mais
comme on sait que Charles Gave soutient la Chine communiste, en effet, qui est antilibérale, là, on a du mal à comprendre, d'autant que Milei dénonce la Chine communiste et les communistes en général. Mais voilà, ils veulent jouer sur tous les tableaux. Ce sont des gens qui, vous voyez, c'est comme quand Soral soutient Trump. Bon, ça n'a aucun sens. Mais, parce que Trump défend Israël, donc Soral est censé être contre Israël. Trump défend les États-Unis, donc Soral est censé être anti-américain. Mais voilà, ce sont des gens qui sont virils, qui sont soi-disant proches de Poutine. Alors là, on fait des liens ensuite, mais il ne faut pas chercher plus loin. On cherche à avoir tous les leaders qui réussissent dans le monde, quel que soit leur camp, alors que Milei est clairement dans le camp occidental et il a dénoncé à Davos le socialisme de Davos. Mais Charles Gave n'a jamais dénoncé le socialisme de Davos, ni le fait que c'était l'officine de la Chine communiste. Alors, quatrième question, pardon. Autre genre de question, regrettez-vous Paris? Ça, c'est une question plus personnelle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu 15 ans à Paris. Et ce n'était pas une très bonne expérience sur la fin, on va dire, les 5 dernières années. D'ailleurs, on est parti parce qu'il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo, notamment. Et donc, Paris est une ville qu'on a vue sombrer, enfin que j'ai vue sombrer, mais ma femme aussi. Et donc, c'est une ville où en plus, on va dire spirituellement, c'est mort, quoi. On sent qu'il n'y a rien, c'est le vide. Et donc, quand on en découvre un peu plus sur l'oligarchie donc, qui dirige Paris et qui dirige la France à travers Paris, avec ce centralisme-là jacobin absolument insupportable, ce sont des gens voilà, que vous connaissez qui sont totalement dépravés. Alors, je sais bien qu'on l'est tous, mais eux particulièrement, c'est-à-dire que voilà, les délires sexuels sont lieu commun à Paris, et j'en sais beaucoup que je ne peux pas vous dire publiquement, malheureusement. Mais voilà, pour respecter la vie privée, mais si vous en saviez autant que j'en sais, vous seriez atterrés. Parce que voilà, dans mes fonctions de journaliste pendant 5 ans à Paris, ou 10 ans à Paris, j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Voilà, mais sinon, non, je ne regrette pas du tout Paris. Je regrette, oui, un Paris que je n'ai pas connu des années 50, peut-être, alors un peu peut-être idéalisé, mais il me semble que quand même dans les années 50, Paris était une ville bien plus intéressante que ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et ça va aller de pire en pire, parce qu'en plus, avec les socialistes qui rajoutent leur lot de déconstruction, donc de destruction en fait, avec... j'ai écouté quelqu'un qui disait maintenant, qui a quitté donc la France et qui disait, moi j'étais à Paris, je ne pouvais plus faire 100 mètres sans enjamber un SDF ou voilà, sans parler de la colline au crack, etc. Donc ça va se généraliser, comme on le voit partout où le socialisme s'impose, hein, y compris dans la première puissance mondiale, donc à San Francisco notamment, ou dans la Californie. C'est la même chose partout, et donc c'était ça aussi en Argentine. Donc j'espère qu'il y aura un sursaut, mais avec l'oligarchie qui tient le pouvoir aujourd'hui sans partage, j'ai pas beaucoup d'espoir malheureusement. Peut-être que cette troisième guerre mondiale changera les choses, on verra. 5e question sur l'Afrique. Pouvez-vous nous commenter le report de l'élection présidentielle au Sénégal? Des pro-russes comme Nathalie Yamb critiquent cette décision. Alors, je ne connaissais pas cette dame, donc je me suis un peu renseigné, et en effet, donc c'est une pro-russe tout comme Kémy Séba. Voilà, donc ce sont ces deux-là. Alors, je vais vous lire tout simplement l'article de Sénéweb. Je ne suis pas un spécialiste de la politique au Sénégal. C'est un secret de polichinelle. Les Sénégalais n'iront plus aux urnes le 25 février prochain pour élire leur prochain président. L'actuel chef de l'État, Macky Sall, a annoncé le report du scrutin. Cette décision est vivement critiquée par les activistes Nathalie Yang et Kémy Séba. Ils dénoncent tous les deux un putsch. Avec le coup d'État commis par Macky Sall, la famille des putschistes s'agrandit en Afrique de l'Ouest, a posté la Suisse au Camerounaise sur X. Même son de cloche du côté de Kémy Séba qui dénonce un coup d'État constitutionnel. Il se demande si la CEDEAO va finalement intervenir après un tel acte. C'est chose faite, depuis quelques jours, l'organisation communautaire a appelé au rétablissement du calendrier électoral initial. En clair, elle est contre le report du scrutin au 15 décembre 2024, comme l'a décidé l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais ce qu'on peut dire, moi, c'est un peu des poissons pilotes quand vous avez ces pro-russes, là, comme Kémy Séba, qui a reconnu avoir été payé par la Russie, ou cette autre personne que je ne connaissais pas, qui vont dans un sens, ça nous donne à peu près le bon sens, qui est le sens inverse. Donc, ici, on a ce qu'ils appellent un coup d'État constitutionnel ou je ne sais pas quoi, ça ne les dérangeait pas quand ça a eu lieu par les pro-russes dans d'autres pays africains.
hein. Mais vous avez bien compris, ce qui les intéresse, c'est pas de dénoncer les coups d'État, mais c'est de dénoncer la présence française et les amis de la France en Afrique. Donc Macky Sall, je crois, est un proche du pouvoir français. Et donc, c'est un des pays africains dont il faut virer les dirigeants qui sont proches de la France pour mettre à la place des dirigeants proches des Russes ou des Chinois ou des deux. Voilà. Donc, ça continue. Et je pense que cette mesure d'urgence de Macky Sall, que je ne soutiens pas particulièrement, j'en sais pas plus que ça, c'est certainement quelqu'un de corrompu comme tous les autres dirigeants africains, mais il est proche des intérêts de la France. Donc, c'est ça qui ne convient pas aux Russo-Chinois et à leurs petits toutous comme Kémy Séba. Donc, il dénonce évidemment leur politique, quelle qu'elle soit par ailleurs, hein, s'ils étaient vraiment dans les clous. Donc, pourquoi, après, on peut se demander pourquoi la procédure démocratique prévue n'est pas respectée. Bah, de toute façon, en Afrique, la démocratie, déjà, voilà. Mais peut-être qu'il a pensé que les élections seraient truquées en faveur d'un pro-russe, et donc il a repoussé tout simplement. Moi, je ne sais pas et je ne cautionne pas, mais voilà, c'est pas normal en effet que ça se tienne pas. Après, les raisons sont certainement, faut pas chercher bien loin, hein, à qui profite le crime. En Afrique, c'est à la Russie et à la Chine. Ensuite, 6e question. Bonjour Jean, que penses-tu de tous ces influenceurs style Draw My Economy qui analysent l'interview de Poutine et la guerre en Ukraine? Bah, là, c'est bien parce que cette interview, elle permet, s'il y en avait besoin, franchement, mais de savoir de quel côté sont les types. Donc, quand il dit c'est une super interview, vraiment Poutine est bon, Tucker Carlson aussi, voilà, on a enfin la vérité, tout ce que j'ai pu lire chez Philippot et Draw My Economy, je ne sais pas, mais tous les pro-russes habituels, Asselineau, tous ces gens qui tombent dans tous les pièges des Russo-Chinois depuis des années et des années. Asselineau, ça fait 20 ans hein, ou plus, 30 ans ou 40 ans quand il était déjà avec Chirac, il raconte ses anecdotes quand il allait avec Chirac en Chine et qu'il était très fier. Donc ce sont des collabos, des sino-russes. Et là, Poutine, c'est un dirigeant qui veut notre mort, hein, dont les lieutenants ont déjà menacé du feu nucléaire la France, mais c'est pas grave. Vous voyez, puis il n'envahit pas l'Ukraine. Non, c'est l'Ukraine. Alors, c'est presque, on dirait que c'est l'Ukraine qui envahit la Russie là quand on écoute cette interview, mais ça leur convient très bien et tous les mensonges. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que je voulais pas être trop long non plus. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur tous les mensonges que Poutine a racontés sur voilà la Pologne. Donc il se met du côté finalement d'Hitler là, et il soutenait ce qu'a fait Hitler en disant que c'était la Pologne qui était responsable de son envahissement finalement. Enfin voilà, comme il envahit l'Ukraine mais il veut faire croire que c'est de la faute de l'Ukraine et de l'OTAN derrière, et il est obligé d'appliquer la même grille de lecture pour la Deuxième Guerre mondiale, et c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, moi, c'est pas étonnant que les Pierre-Yves Rougiron de ce monde applaudissent à cette interview qui est en fait pas une interview. On a vu Tucker Carlson beaucoup plus mordant face à des gens beaucoup moins puissants que Poutine. Et là, ce qu'on attendait au minimum d'un journaliste américain, donc qui porte avec lui normalement les idées de démocratie et de journalisme indépendant, d'autant que Carlson est indépendant, voilà, il n'est plus dans une structure, eh bien, c'était de poser des questions qui dérangent et de relancer le gars en face quand on sait qu'il ment, et de le coincer, etc. Et voilà, mais c'est sûr, quand vous risquez votre vie en faisant ce travail, et que vous êtes vous-même un agent des Russo-Chinois, hein, c'est pour ça qu'il a eu l'interview, c'est parce que c'est un agent, Carlson, qui reproduit les points de discours du Kremlin depuis très longtemps à la télévision américaine, et maintenant, comme il ne peut plus le faire à la télévision américaine, il a été viré, et il peut le faire maintenant grâce à Elon Musk sur Twitter, eh bien, il décroche cette interview, et d'ailleurs, Elon Musk retweet l'interview de Carlson pour lui obtenir une audience maximale. Alors, 7e question, pour prolonger une question posée lors du live mensuel, les gauchistes comme ceux de Mediapart, en dépit du fait qu'ils dénoncent Poutine apparemment, ne sont-ils pas plus portés naturellement à être ultimement du côté sino-russe malgré tout, sachant que des gens comme Plenel restent fondamentalement marxistes, anti-américains, anti-OTAN, anti-israéliens, tiers-mondistes, en faveur du Sud global, islamophile, etc. Sachant aussi que Mediapart soutient officiellement Jean-Luc Mélenchon, pro-russe et pro-chinois revendiqué. Alors, très bonne question, merci de me la poser. Toutes les questions étaient intéressantes, je dois dire, et je remercie les souscripteurs ici. Ce sont des gens de qualité par définition, puisqu'ils me soutiennent financièrement, et qu'ils découvrent mon contenu, qui les fait monter en compétences. Je vous invite vraiment à les rejoindre. Après, vous serez capable de poser des questions aussi pertinentes que celle-là. Donc, mais pour répondre à cette question, en effet, là, je pense que plus la guerre va progresser, plus il va y avoir des scissions au sein de ces rédactions, parce qu'il y a les apparences, hein, on est du côté occidental,
Poutine c'est un salaud, etc. Mais en fait, on est du côté de tous les alliés de Poutine. Voilà, Palestine et compagnie. Chine. Bon, alors la Chine, ça leur arrive de la critiquer, mais uniquement sur les musulmans ouïghours. Voilà. Pour le reste, ils n'ont jamais repris aucune de mes enquêtes, évidemment. Ils n'ont jamais dénoncé les clubs d'influence chinois, alors que, franchement, c'était du pain béni pour eux de critiquer Macron, le maoïste. Mais comme ils sont souvent eux-mêmes trotskistes, comme Plenel, ou maoïstes, ou je ne sais. Alors, ce qu'on voit, c'est un exemple qui n'a rien à voir, mais sur l'affaire Miller, voilà. L'affaire Miller, normalement, c'est un de leurs camps. Vous voyez, c'est un des chantres de LFI. Et donc, on pourrait se dire, tiens, ils ne vont pas en parler de cette affaire. Et en effet, ils n'ont pas, c'est pas eux qui ont révélé l'affaire, c'est elle. Mais une fois qu'ils l'ont révélé, que elle l'a révélé, là, vous ne pouvez plus faire autrement. Donc, Mediapart a décidé que c'était une bonne idée de faire sa propre enquête, et ils ont une dizaine de témoignages de femmes qui disent avoir été agressées par Gérard Miller et qu'ils ont publié ensuite. Donc, on peut se dire, tiens, il pourrait changer. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des gens qui étaient antisémites au possible et qui ont rejoint la résistance, alors que vous aviez des philosémites qui ont rejoint la collaboration. Comment le savoir? Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'humain est faible, donc il va rejoindre en masse le camp qui gagne, quel qu'il soit, quelle que soit la morale que ce camp défend, pour des intérêts de survie ou pour des intérêts. Voilà. Ce n'est pas l'idéologie qui prime. Donc aujourd'hui, la pensée quand même assez dominante dans les médias français, c'est que l'Ukraine est agressée par un pays étranger, donc Mediapart est de ce côté-là. Si la guerre changeait, vous voyez, si Poutine menaçait du feu nucléaire l'OTAN, et que Macron disait, bon, on va éviter la Troisième Guerre mondiale, on va se retirer de l'OTAN, et donc basculer du côté des Sino-Russes, concrètement, je pense que là, Mediapart basculerait en applaudissant et en disant que Macron a fait la bonne décision. Voilà, bien qu'ils se disent anti-Macron par ailleurs. Donc, et puis il y a des gens à ce moment-là qui diraient non, vous voyez, comme De Gaulle avait dit non, et qui diraient c'est une position défaitiste, pas seulement pacifiste, mais défaitiste, et donc on va continuer le combat. Voilà, il ne faut pas sortir de l'OTAN et on va rester du côté de l'OTAN, même si la France en est sortie. Et c'est là où une minorité serait de ce côté-là, résistante, et une majorité resterait du côté de l'oligarchie. Et Mediapart en ferait partie, évidemment. Parce que ces gens-là, ce qui compte avant tout, c'est l'image, la réputation, sur le moment, pas forcément à long terme. Donc, quand ils défendent les tiers-mondistes, tout ce qui s'oppose aux États-Unis en général, voilà, le Sud global, ils pensent qu'ils sont dans le bon camp moral parce que voilà, c'est les dominés par rapport aux dominants. Enfin, il y a toute cette histoire de marxiste. Mais ça peut leur jouer un mauvais tour et on verra. En tout cas, ça sera assez intéressant de suivre l'évolution de ces gens-là pendant le déroulement de la guerre. Alors, 8e question. À titre personnel, j'ai tendance à penser que les pro-russes qui soutiennent Trump seraient vite déçus s'il revenait au pouvoir, sachant que durant sa présidence, la Russie n'a pas envahi l'Ukraine, que l'administration Trump a livré en 2017 à l'Ukraine les javelins qu'Obama avait refusé de livrer, qu'il s'est opposé à Nord Stream 2 et qu'il avait averti les dirigeants allemands vis-à-vis de la dépendance énergétique russe. À quoi s'ajoute le fait qu'une grande partie de sa politique étrangère a consisté à endiguer l'axe des puissances révisionnistes Chine, Russie, Iran. Oui, et on pourrait rajouter même qu'il a bougé l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme veut le faire d'ailleurs Milei. Qu'en penses-tu? Eh bien, voilà, ce que j'en pense, c'est qu'en effet, tout ça sont des faits avérés et que les pro-russes, on parlait de Charles Gave tout à l'heure, qui soutient à la fois Milei et la Chine, ce qui n'est pas du tout compatible. Donc les pro-russes se font une idée de Trump quand il soutient Israël et qu'eux-mêmes sont anti-sionistes, voire antisémites, disent oui, mais ça, c'est pas grave. Ah bon? On croyait que c'était l'alpha et l'oméga de la politique internationale, si on défendait Israël ou pas. Donc vous avez comme ça des dissonances cognitives qui sont trop fortes à dépasser. Et aujourd'hui, quand vous êtes du côté pro-russe, vous ne pouvez que soutenir Trump, parce que sinon, et alors bien que Trump, par exemple, ait fait le Warp Speed, le vaccin, et que la plupart d'entre eux sont anti-vax, voire la quasi-totalité d'entre eux. Donc, on peut critiquer Trump pour tout ça, mais au final, effectivement, quand il a été au pouvoir, est-ce qu'il a favorisé les Russo-Chinois ou est-ce qu'il les a défavorisés? C'est pas si simple que ça, et moi je pense qu'avec la pandémie, il a vraiment laissé les Chinois tranquilles, malheureusement.
Et donc, c'est plutôt là-dessus que je le critiquerai moi, mais c'est évidemment pas là-dessus que le critiquent les pro-russes. Et j'espère que si Trump revient au pouvoir, il sera vraiment contre la Russie et la Chine, et pas simplement contre la Chine. Parce que c'est ça qu'on peut craindre, et on peut se dire, bon, il y a Trump pendant la campagne, qui lance des messages à un électorat qu'il connaît et dont il veut les voix. Donc ça, c'est une stratégie pour gagner. Effectivement, s'il s'oppose à cet électorat, ben, il ne recevra pas ses voix. Et puis ensuite, il y a la politique qu'il fera, qui n'a rien à voir avec ce qu'il a dit pendant la campagne. C'est là où on peut avoir un peu plus d'espoir, en effet. Alors, 9e question, penses-tu qu'il soit possible que des partis comme LFI puissent avoir des liens financiers ou autres avec Moscou ou Pékin, mais que les médias n'enquêtent pas là-dessus, préférant mettre la focale sur les partis dits de droite comme le RN ou Reconquête? Non, je crois que vous voyez le mal partout. LFI est totalement indépendant de Moscou et de Pékin, donc ils ne peuvent pas être financés par eux. Bon. Ironie mise à part, je pense que LFI n'a pas vraiment besoin contrairement au RN par exemple, qui s'est fait financer par Moscou, on le sait, et par la Hongrie, donc allié des Russes. LFI, ils n'en ont pas trop besoin parce que c'est la pensée dominante, LFI. C'est le camp du bien. Et donc, d'une part, ils peuvent avoir n'importe quel prêt en France quand ils le veulent. Et puis d'autre part, ils ont une base militante très solide, puisque ce sont les fonctionnaires et les assistés qu'ils ont eux-mêmes créés, les fameux avantages acquis depuis Thorez et le statut du fonctionnariat. Donc, ils sont tranquilles à ce niveau-là. Et même si le PCF, en effet, était financé par Moscou, on le sait depuis les enquêtes de Jean Montaldo notamment, je ne suis pas sûr que LFI ait besoin d'être financé par Moscou. Mais là, on peut effectivement constater que les médias ne sont pas très eager, c'est le mot anglais qui me vient, sont pas très volontaires, on va dire, pour enquêter sur LFI. Alors, 10e question. Si Marine Le Pen l'emportait en 2027, la France ne serait-elle plus ouvertement du côté sino-russe, sachant que Marine Le Pen inclut encore dans son programme la sortie du commandement intégré de l'OTAN? Alors, je ne sais pas si vous faites une différence entre Macron et Marine Le Pen, moi j'en fais aucune. Franchement, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est un jeu de l'oligarchie, c'est l'opposition contrôlée, c'est Mitterrand qui l'a créé, le Front National, avec Le Pen qui a joué ce rôle d'opposant contrôlé. Donc maintenant que Marine Le Pen s'est normalisée au point qu'elle a autant de coteries, je ne reviens pas dans le détail parce qu'on est sur une vidéo publique, mais elle a autant de coteries que n'en a l'oligarchie, c'est les mêmes. Donc c'est vraiment devenu clair que le RN n'est pas un parti d'opposition et que s'il arrivait au pouvoir, ce ne serait pas démocratique, ce serait juste l'oligarchie qui fait croire que c'est démocratique. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des fausses élections depuis le référendum de 2005 piétiné et qu'il y a des gens encore pour y croire. Donc l'oligarchie peut-être se servira de la carte Le Pen pour gagner du temps, parce que sinon, on se rendrait bien compte que le peuple, disons, se rendrait bien compte que c'est la même oligarchie, donc l'énarchie, donc doublée des autres coteries, qui sont au pouvoir et qui ne lâcheront rien, parce que ce soit Macron, que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, vous avez toujours la même bureaucratie qui est au pouvoir et qui fait les lois et qui fait le droit et qui a le monopole de la violence légitime et qui est inamovible et qui a tellement de relais partout dans les médias, dans la justice, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, dans tous les corps constitués, qu'on ne voit pas trop comment cela pourrait changer si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Elle n'a pas une politique très différente de celle de Macron, et le fait qu'elle soit apparemment plus du côté sino-russe, non, elle est autant du côté chinois que Macron, voire moins, et plus, c'est vrai, du côté russe, mais voilà, ça s'équilibre, si vous voulez. Ils se sont répartis les rôles, comme aux États-Unis, vous avez les républicains et les démocrates. Chez nous, il y a la Macronie et le RN, voire LFI. Voilà. Nous, c'est plus tripartite, mais bon, ça ne change pas grand-chose sur le fond. Donc, ce n'est pas une démocratie, la France, et donc rien ne va changer si c'est Marine Le Pen qui l'emporte. Voilà, à mon avis. 11e question, alors une question un peu Madame Irma. Quelles sont tes prédictions politiques à l'échelle nationale pour les 5 à 10 ans à venir, tant au niveau macro, RN au pouvoir en 2027, point d'interrogation, LFI au pouvoir, islamisation, guerre civile, économie, que micro, dissidence, quel avenir pour la droite occidentaliste en France? Donc ça, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu.
Donc, je vous renvoie pour ça à mon live mensuel. Donc, vous allez dans la partie en direct, parce que ça n'apparaît pas sous la partie vidéo. Mais dans la partie en direct, c'est de la minute, je crois, 17 ou 18 jusqu'à la minute 47 ou 48. Donc, ça dure 30 minutes. Et là, vous avez toute ma réponse à cette question. 12e question. Si un grand retour à la foi chrétienne en France se produisait, quels seraient les changements observés dans la culture, les valeurs et les pratiques quotidiennes? Et comment influencerait-elle les normes sociales, les comportements moraux et les choix éthiques au sein de la société française? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par foi chrétienne. Si c'est la foi catholique, il n'y aura pas un grand changement, puisque vous voyez que les catholiques, via le pape notamment, leur principal représentant, est du côté des russo-chinois, bénit les unions homosexuelles maintenant. Donc, je rappelle qu'en 2013, l'Église catholique était plutôt opposée au mariage pour tous. Maintenant, il s'est totalement normalisé, puisque l'Église catholique est politique avant tout. Ce n'est pas une foi qui s'extrait du monde, c'est une foi qui est dans le monde. Alors par contre, si c'était protestant, mais là, il n'y a aucune chance que ça arrive, sauf miracle divin. Alors ça, à Dieu, rien n'est impossible. Mais là, si c'était protestant, là, vous verriez des changements, parce que le protestantisme est capitaliste, il n'est pas anticapitaliste comme le catholicisme, par exemple, et comme l'oligarchie, qui est anticapitaliste. Donc là, vous verriez des changements fondamentaux. Il y aurait, comme il se passe avec Milei, alors certes, qui se dit catholique, mais il veut se convertir au judaïsme, donc c'est encore autre chose. En tout cas, Milei est influencé par l'école de Chicago qui vient des États-Unis protestants. Donc le libéralisme, il n'est pas du tout ni catholique ni socialiste, là, comme on le voit avec l'oligarchie actuelle. Donc il se passerait en France, je pense, ce qui doit se passer et qui se passe aujourd'hui en Argentine, qui est en train de commencer, avec des collabos de partout dans la justice ou dans le peuple ou dans les syndicats qui essayent de freiner toutes ces réformes. Mais ce sont des réformes libérales qui auraient lieu si les protestants étaient au pouvoir dans notre pays. Des gens comme moi, vous voyez. Donc on réduirait la taille de l'État, voilà, les 3/4 des ministères dégageraient, on retirerait la plupart des allocations et des subventions, on laisserait les entrepreneurs entreprendre, voilà, on supprimerait le statut des fonctionnaires, enfin, tous ces délires. Et on criminaliserait l'avortement. Ce qui, au lieu de l'inscrire dans la Constitution, je ne sais pas quelle connerie, on remettrait en place la peine de mort. Là, Badinter vient de mourir. Voilà, ça, c'est des socialistes encore. Alors, je lisais, je crois chez Zoé Sagan, que c'était la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, c'était pour éviter aux gens de l'oligarchie d'être condamnés à mort. Ouais, bon, on peut analyser ça comme ça, mais c'est surtout le socialisme qui veut, c'est la culture de l'excuse, on veut que les gens ne payent pas pour leurs crimes, surtout les pires. Voilà. Donc tout ça changerait, évidemment. Mais si c'était des protestants réformés. Alors, 13e question, quels sont les secteurs critiques susceptibles d'être les plus vulnérables si les sino-russes prévoient de mener une attaque informatique massive? Eh bien, le traitement de l'eau, l'électricité, évidemment, et les satellites, tout ce qui permet d'avoir une vision, et notamment sur l'armée. 14e question, on parle beaucoup du passage à une économie de guerre pour pouvoir contrer l'impérialisme russe. Quelles sont les caractéristiques d'une économie de guerre? Qui sont les gagnants et les perdants de cette situation? Pour qu'on ait une économie de guerre, comme l'avaient fait les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il faut que les grandes entreprises qui elles-mêmes donnent beaucoup de contrats aux petites se mettent dans cette économie de guerre. Donc Disney, par exemple, avait arrêté de produire des dessins animés pour les enfants et avait commencé à produire des dessins animés pour la propagande. C'est un exemple typique. Donc, il y a la production d'armes, d'obus, etc., tout ce dont on a besoin aujourd'hui et que l'Europe fait très peu, aux grandes dames des dirigeants suédois notamment ou autres. Alors, vous avez peut-être du son derrière, c'est qu'il pleut, on est en pleine saison des pluies ici. Bref, donc, une économie de guerre, ça nécessite de réduire le marché, parce que le marché fonctionne en économie de paix. Mais en économie de guerre, l'État doit avoir un rôle particulier, c'est-à-dire qu'il doit inciter, voire contraindre certaines grandes entreprises à arrêter un certain nombre de leurs activités non utiles pour la guerre, disons, pour voir quelles sont... Alors, on a déjà une économie, une industrie de guerre en France assez développée, puisqu'on est le 3e exportateur mondial, hein, les Dassault, etc. Mais vous avez plein d'autres activités chimiques ou autres
qui pourraient être réorganisés pour produire des munitions, des armes, etc. Toute l'industrie de l'acier, par exemple, la sidérurgie, etc. Et donc, voilà ce qui se passerait, comme il se passe d'ailleurs de plus en plus en Chine, qui passe de cette économie de paix à une économie de guerre, c'est que vous avez plein de gens qui sont mis au chômage et qui sont formés pour être utiles dans une économie de guerre, justement, parce que les gens, ils ne savent pas comme ça automatiquement produire des obus. Il faut les former. Et ça nécessite un changement des chaînes d'approvisionnement, c'est gigantesque. C'est pour ça que, selon moi, on est dans cette drôle de guerre depuis 4 ans, c'est que la Chine, notamment, et la Russie, donc, la Russie qui est aidée par la guerre en Ukraine, hein, parce que quand vous avez une guerre, eh bien, vous forcez comme ça vos entreprises à produire, surtout quand c'est des dictateurs à la tête d'un pays. Donc, ça, c'est la faiblesse de l'Occident. On est devenu trop dépendant de l'économie de paix, et donc on a abandonné l'économie de guerre alors qu'on aurait dû maintenir cette économie de guerre en parallèle. Et ça, c'est ce qu'explique Golitsyn, en faisant tomber nos défenses morales. Hein, le communisme a disparu, on n'a plus d'ennemis alors, et donc on n'a plus besoin d'autant de tanks qu'on en avait. On n'a plus besoin de produire autant de munitions, puisque maintenant, en plus, il y a l'arme atomique. Hein. En fait, on voit que si la guerre continue malgré l'arme atomique et qu'il faut bien défendre sur le terrain des pays comme l'Ukraine. Donc ça, c'est la responsabilité de tous ceux qui ont précédé Macron et de Macron lui-même, puisqu'il tarde évidemment à faire son travail. 15e question, pensez-vous que le Christ veille sur l'Ukraine? Oui, le Christ, il veille sur tous les pays, surtout les pays agressés. Le Christ est toujours du côté des agressés et jamais du côté des agresseurs, mais on vit dans un monde pécheur, dominé par le péché. Donc le Christ permet à des tarés de première, comme Poutine, Xi Jinping ou les autres, de passer à l'action, comme il avait permis à Pharaon de mettre en esclavage le peuple hébreu pendant 400 ans, et de l'empêcher ensuite de partir quand il le demandait. Mais, rappelez-vous, les 10 plaies d'Égypte, c'est ce qui va arriver, et c'est ce qui est déjà en train d'arriver, à mon avis, sur la Russie et sur la Chine. Donc, espérons que ça se passera vite et sans trop de dégâts, mais malheureusement, le monde occidental est tellement allé loin dans la désobéissance à Dieu, là, si on prend une lecture purement religieuse, que, on le sait par l'histoire qui nous est relatée dans la Bible, quand le peuple élu se détourne de Dieu, Dieu le frappe par le biais de ses ennemis. Il y a un verset qui me vient, par exemple, c'est Josué 11-20. L'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent contre Israël, et ensuite, donc je n'ai pas le verset exact, mais ensuite Israël les a détruits. Mais donc Dieu se sert à la fois des ennemis d'Israël pour punir Israël, et ensuite il punit les ennemis d'Israël. Donc voilà comment ça va se passer, je l'espère, une fois de plus, avec la Russie, la Chine et leurs alliés. Parce qu'on est effectivement allé trop loin dans la perversion sexuelle, dans tout un tas de domaines, et l'éloignement de Dieu, tout simplement. On est devenu athée jusqu'au trognon, avec la théorie de l'évolution, avec le réchauffement climatique, avec toutes ces fausses sciences, en fait, qui font penser à Lysenko et au lysenkisme, et on s'est fait infiltrer, subvertir par le communisme. On est devenu vraiment... L'argent n'est plus un moyen, mais une fin. Ce n'est plus un serviteur, mais c'est un maître. Et là, on a tous les... parce que, voilà, la Bible et Jésus ne sont pas anticapitalistes, mais elle dénonce l'argent comme fin, quand même. Et il dit que tous les péchés viennent de l'argent. Alors, ce n'est pas tous les péchés, hein, mais c'est tous les types de péchés qui viennent de l'argent. Donc, en effet, l'argent est un mauvais maître, et on ne peut avoir qu'un maître, nous dit la Bible, soit Dieu, soit Mammon, qui est aussi le dieu de l'argent. Alors, 16e question, dans votre parcours d'entrepreneur, quel a été le plus grand obstacle que vous avez rencontré, à contrario, la plus grande aide? Dans mon parcours d'entrepreneur, le plus grand obstacle, c'est l'État, évidemment, l'URSSAF, les contrôles, les menaces, les réglementations. C'est comme les agriculteurs. Dès que vous vous lancez en France dans un business quel qu'il soit, vous avez affaire à l'État. Vous n'avez même pas créé votre entreprise, que vous recevez déjà des trucs à payer de l'URSSAF. C'est de la folie. Et pour créer une entreprise, même pour la fermer ensuite, c'est très très compliqué. Et ça prend des années. Donc voilà le plus grand obstacle. J'espère que ce n'est pas une surprise pour vous. Quant à la plus grande aide, je ne sais pas.
Là, c'est Dieu. Je dirais, si on veut parler de plus grande aide, c'est forcément Dieu. Après, parmi les êtres humains, je dois reconnaître que Piero San Giorgio a été celui qui m'a le plus aidé de façon continue depuis des années et des années sur tous mes livres, ou presque, pas tous, mais une grande partie de mes livres, ou des activités que je lançais. Et que, voilà, ça a beau être un pro-russe aujourd'hui, et à mon avis, il se trompe là-dessus, je dois reconnaître qu'il m'a beaucoup aidé dans mon travail, alors que j'étais voilà, classé à l'extrême droite, etc. Donc ça fait plaisir et ça m'a toujours beaucoup surpris. J'ai jamais vraiment compris, mais voilà, il m'a interviewé de nombreuses fois, il a fait la promotion de mes livres et je peux même dire que si j'ai mon activité aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui parce qu'il m'a invité donc le 28 mars 2020 sur sa chaîne. Ensuite, ça a été censuré quand on a atteint 28 000 vues, mais ces 28 000 vues-là m'ont permis d'avoir mes 100 ou 200 premiers souscripteurs, ou peut-être pas 200, mais mes 100 premiers souscripteurs, ce qui était énorme pour moi. Et donc, je lui suis très redevable, puisqu'un certain nombre de ses souscripteurs donc, sont toujours souscripteurs, et je les remercie. Donc voilà. Après, il y a effectivement les souscripteurs et les lecteurs qui sont ma plus grande aide. Donc, je ne vous oublie pas, hein, vous inquiétez pas, mais, parce que sans vous, je ne peux pas continuer. Mais au départ, vous ne m'auriez pas connu, si vous y réfléchissez bien, comment est-ce que vous m'avez connu? Ce n'est pas sur TF1. Alors, je suis passé une fois sur Sud Radio, Berkoff, qui ne m'interviewe plus maintenant, et ça m'a fait connaître aussi pas mal de gens, mais ce n'est pas une émission qui permet, une émission de rapide comme ça, de 20 minutes. Chez Pierrot, c'était 1 heure et demie. Hein. Vous retrouvez d'ailleurs cette émission sur BitChute, parce qu'elle a été censurée, alors que celle de Soral, qui est parue au même moment où il faisait l'apologie de la Chine, a atteint 1 million de vues. Donc là aussi, on voyait bien de quel côté était YouTube, malheureusement. Parce que si j'avais pu atteindre, je ne sais pas pourquoi, combien c'était parti, mais c'était encore en forte progression, à 28 000 vues, donc on aurait peut-être atteint, disons, je ne sais pas, 40 ou 50 000 vues, et j'aurais pu doubler encore mon nombre de souscripteurs. Parce qu'à l'époque, j'étais le premier à révéler le laboratoire P4, je vous rappelle. Voilà. Alors, 17e question, est-ce que l'islam et le socialisme ont une parenté commune? Donc, la lecture religieuse, c'est oui, c'est le diable. La lecture non religieuse, on va dire, c'est, oui, quelque part, l'anticapitalisme, voire souvent la haine du judaïsme et du christianisme. Voilà, les associateurs, hein, parce qu'on croit à la Trinité, quelle horreur. Donc, là-dessus, l'islam et le socialisme se retrouvent, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de pays, notamment au Maghreb, je pense à l'Algérie notamment, où vous avez soit des musulmans, soit des marxistes. Et l'URSS a joué là-dessus pour manipuler tout un tas d'élites africaines ou maghrébines, islamisées en tout cas, y compris donc en Iran. Vous avez Khamenei qui est un agent du KGB, et donc vous avez ce lien, voilà, le parti basse, la Syrie, tout ça c'est Bachar al-Assad et son père avant lui, tout ça ce sont et puis Saddam Hussein, ce sont des islamo-marxistes. Voilà, il y a le catho-marxisme, ça c'est plutôt on va dire en Europe du Sud et en Amérique du Sud, et puis vous avez l'islamo-marxisme, et ça c'est plus voilà, au Maghreb et une partie de l'Afrique et au Moyen-Orient. 18e question, pardon. Quel pays aimeriez-vous découvrir? Je ne suis pas dans un esprit de voyage, mais j'aimerais bien découvrir les États-Unis d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que j'étais allé en Californie quand j'étais plus jeune. Là, j'aimerais plus aller dans la Bible Belt, que je ne connais pas. Et ça me plairait plus, voilà. Mais à part ça, je n'ai pas trop d'envie de voyage en ce moment. 19e question, comment expliquez-vous que tant de gens vous aiment, vous suivent et vous soutiennent alors que les médias vous empêchent de vous adresser au plus grand nombre? Alors, je ne sais pas si tant de gens que ça m'aiment, puisque justement, je suis diabolisé en permanence dans Wikipédia ou autre, par tous les médias qui ont parlé de moi, même ceux qui m'invitaient avant, et me censurent maintenant ou me diabolisent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui m'apprécient que ceux qui m'apprécieraient s'ils avaient connaissance de mon travail de façon objective, mais ça, on ne vit pas dans un monde parfait, donc voilà. Et la question, c'est plutôt pourquoi il y a des centaines quand même de gens qui me soutiennent financièrement. C'est parce que je fais un travail de fond et que je passe du temps là où d'autres ne passent pas de temps, c'est-à-dire à défendre l'Occident, à dénoncer la propagande d'en face, à la mettre à nu,
Voilà, j'ai traduit Golitsyn. Donc ça, je pense que ça a éclairé beaucoup de gens qui l'ont lu. Et je vous invite donc à lire Des mensonges pas si nouveaux si vous ne l'avez pas encore lu. Et puis la suite, La supercherie de la perestroïka, que j'ai traduit aussi. Et voilà. Et je pense aussi qu'avoir raison un certain nombre d'années à l'avance permet de convaincre des gens. Je me rappelle notamment d'un mail de quelqu'un qui est assez connu, mais je ne dirais pas qui, et qui m'avait dit bon, tes histoires sur la Chine, là, j'y croyais pas. Et puis, Raoult est allé au Chinese Business Club le 8 juillet 2021, et là, je me suis dit, ah, ça y est, tu avais bien vu, parce que je dénonçais Raoult déjà un an avant comme étant un agent des Chinois. Et quand il a vu Raoult aller au Chinese Business Club et pousser pour la vaccination des soignants, m'a dit cette personne, donc je ne citerai pas, bon, voilà, m'a dit, je savais qu'à ce moment-là, tu avais raison. Donc il y a des déclics comme ça, et je pense que j'ai annoncé un certain nombre de choses qui vont arriver. J'avais annoncé la guerre en Ukraine un mois à l'avance, m'appuyant sur l'analyse de Jer Nyquist, qui est aussi un expert militaire. Donc voilà, il faut avoir les bonnes sources. Donc un journaliste, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des conséquences, qui sait rester dans les clous quand même de la loi, sans verser dans la diffamation ou autre, et qui révèle des choses. Et là, d'ailleurs, je vous annonce que je vais révéler un certain nombre de choses. J'ai déjà fait donc une enquête sur Zoé Sagan, qui a été d'ailleurs volée en partie. Donc voilà, mais elle ne veut pas retirer la vidéo. Donc il y a la vidéo complète, elle est encore sur Patreon. Donc ça, c'est des enquêtes. Je vais bientôt publier une autre enquête, mais je ne vous rappelle pas encore le sujet. Ça sera autour du 13. Et je travaille sur un nouveau livre qui sera un gros truc, je pense, dans la suite de cette première enquête qui va être publiée le 13. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, je passe beaucoup de temps à recueillir des faits qui passent un peu inaperçus comme ça, soit parce qu'ils sont éparpillés, soit parce que on n'a pas la bonne conception du monde, on n'a pas le bon paradigme pour les comprendre réellement, et pour comprendre les signaux faibles qu'ils sont. Moi, mon travail, c'est de le comprendre et d'essayer de le démontrer. Voilà, ensuite. Donc, mais je vous remercie pour votre question. Très, très gentil, un peu trop gentil d'ailleurs, je crois. 20e question, avant-dernière. Pourrais-tu faire des cours ou une chaîne spécialisée sur le protestantisme sous forme de conférences, apprentissage des enseignements, études de la Bible ou autre? Alors non, ça voudrait dire que je suis un pasteur. Donc je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Les pasteurs suivent une formation généralement. Alors c'est vrai que en tant que protestants, on est tous des pasteurs. Mais c'est pour ça que je parle beaucoup de religion, y compris dans cette vidéo. Et je préfère pour l'instant rester à mon rôle, c'est-à-dire journaliste, politique, géopolitique, et avec une lecture religieuse quand on me le demande ou quand je trouve que c'est pertinent. Parce que le monde est largement déterminé par la religion. Donc c'est important d'avoir cette lecture. Et puis quand on est religieux soi-même, on sait que Dieu est à la manœuvre. Donc pour bien comprendre ce qu'il veut, on peut lire la Bible. Et c'est pour ça que je vous analysais tout à l'heure la situation vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Pour ceux qui sont trop anxieux de la montée de ces périls et des collabos comme Tucker Carlson ou d'autres qu'on a en Occident, on pourrait se dire que tout est foutu et qu'avec les élites qu'on a en plus, qui sont la plupart du temps collabos elles aussi, mais Dieu veille et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Donc ça, c'est la Bible et c'est ce qui permet de garder l'espérance, justement. Donc, on voit bien que les gauchistes sont ceux qui font le moins d'enfants aujourd'hui. Donc tout ça, c'est très temporaire, finalement, cette idéologie, en tout cas, je l'espère. Et on va en revenir, on va comprendre que plus on s'éloignait de Dieu, plus les conséquences ont été néfastes pour nous. Et donc, on reviendra à Dieu, tout simplement, et on balayera toutes ces manipulations qui nous ont été imposées par en haut. Et je pense qu'il y a un certain nombre, justement, de gens qui sont en train de tomber aujourd'hui. On parle des agressions sexuelles, mais on pourra parler de beaucoup d'autres choses aussi. C'est une de mes prédictions, c'est que je pense qu'avec la guerre mondiale qui va officiellement se déclarer, vous avez tout un tas de gens dans l'oligarchie qui sont tenus par le chantage sexuel aujourd'hui ou par d'autres chantages, et tout ça, ça va être révélé. Pour nous nuire, évidemment, mais ça va aussi nous permettre de nous libérer d'un certain nombre de ces personnalités qui nous tiennent depuis trop longtemps. Voilà. Dernière question. Es-tu inquiet vis-à-vis d'un phénomène d'immigration massive aux États-Unis, poussé notamment par les démocrates, particulièrement pour régulariser les immigrants et les faire voter pour eux, quand on sait que les anglo-protestants risquent de devenir minoritaires d'ici 2050?
sans même parler de l'urgence que représente le problème à la frontière américano-mexicaine, où l'on sait que beaucoup d'islamistes et de Chinois en âge de se battre ont réussi ou tenté d'infiltrer les États-Unis par ce biais. Alors non, je ne suis pas inquiet puisque j'ai l'espérance, comme je viens de le dire, mais en effet, c'est une source d'inquiétude pour moi quand je regarde ça d'un point de vue non chrétien, parce que plus le taux de protestantisme, même Todd l'a reconnu, diminue dans une société, plus donc elle s'éloigne de Dieu et plus les conséquences sont terribles. Il suffit de regarder New York ou la Californie, qui sont les deux États les plus éloignés de Dieu, hein, et avec le moins de protestants, et avec le plus de marxistes au mètre carré. Donc, et c'est là aussi où il y a le plus de SDF au mètre carré généralement, mais ça ne doit pas avoir de rapport. Donc oui, en plus, Biden, étant catholique, fait venir énormément de catholiques d'Amérique du Sud. Là aussi, ce n'est pas une idéologie dominante aux États-Unis. Et on sait très bien que quand le catholicisme est dominant dans une société, il devient délétère, au même titre que le socialisme ou que l'islam. C'est le protestantisme réformé qui permet à une société de se développer, de développer sa puissance via le capitalisme, et le capitalisme qui permet de financer l'armée derrière, et puis être des anticorps, voilà, comme ce pianiste anglais qui ne se fait pas manipuler par des agents du Parti communiste chinois, mais qui tient tête. Voilà, c'est une personne toute seule, enfin avec son caméraman et sa communauté, qui tiennent tête à tout un pays, à toute une oligarchie chinoise communiste. Et ça fait plaisir. Mais je doute qu'en France, ça soit possible, parce que malheureusement, enfin, vous avez mon exemple, voilà, et quelques autres, mais on n'est pas nombreux. Et après, plus la guerre va continuer et s'amplifier, je pense qu'il y a des gens qui vont se réveiller et qui vont se dire, bon, on nous a trahis, y compris Macron et compagnie, en se disant pro-ukrainien, mais sans aider l'Ukraine. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on comprend mieux, déjà quand on est chrétien, mais aussi quand on prend connaissance de mes enquêtes. C'est pour ça que je vais conclure par là. N'hésitez pas à me soutenir en souscrivant. Donc vous avez le lien dans la description. C'est pas grand-chose, 3 euros. Ça commence à 3 euros, donc c'est un café par mois, ou 2 cafés plutôt. Je ne bois pas de café, donc je ne sais pas quel est le prix, mais moi, ça me permet de continuer mon travail et de faire pas mal d'enquêtes, comme vous allez le voir à l'avenir. Et ça fait partie des anticorps, voilà, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je dis, parce qu'on ne peut pas l'être. Moi-même, j'évolue au fur et à mesure que je prends connaissance de certains faits. Eh bien, ça permet de défendre un emploi en plus, vous créez de l'emploi, et vous permettez au journalisme indépendant de se développer et de se maintenir dans un pays où voilà, on a tout contre soi quand on est journaliste indépendant, de droite, libéral, protestant, réformé. Ça. Et pourtant, la plupart du temps, j'ai raison. Donc, découvrez-le avant tout le monde, et même de façon exclusive en devenant souscripteur ou lecteur. Hein. Vous avez aussi mes livres ou ceux de Golitsyn pour monter en compétences. Voilà, je remercie tous mes souscripteurs, tous ceux qui m'ont posé des questions en tout cas, je les remercie beaucoup et j'espère avoir été pertinent dans mes réponses. J'espère que le bruit derrière de la pluie battante n'a pas empêché la bonne compréhension de ce que j'ai dit, mais c'est pour ça que j'ai investi dans un petit micro ici. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, Nouvelle France Libre et la vraie droite. Salut.